Bonjour à tous, ravi de vous retrouver pour cette nouvelle édition de Sénat 360. Voici les titres. Le paysage politique poursuit sa transformation. Après l'élection d'Emmanuel Macron, la droite peine à présenter un visage uni. C'est un des enseignements du premier Conseil national des LR, alors que le PS multiplie les échecs électoraux et joue sa survie à quelques mois du Congrès. Analyse et débat à suivre. Quand l'inscription à la fac se transforme en parcours du combattant, la mise en place de Parcoursup qui succède à APB vire au casse-tête. Les sénateurs communistes ont saisi le Conseil d'État. Ils déplorent l'application de ce dispositif avant même que la loi ne soit votée. On en parle dans cette édition. Mathieu Gallet est suspendu à la décision du CSA. Le PDG de Radio France a été entendu par le Conseil supérieur de l'audiovisuel qui doit dire s'il le maintient ou non dans ses fonctions. Une audition décisive qui intervient alors que l'audiovisuel public doit entamer sa révolution culturelle. Le décryptage est à suivre. Et je vous rappelle que vous pouvez réagir à tous nos débats sur Twitter avec le hashtag Sénat360. Pour m'accompagner pour les réactions politiques cet après-midi, Saveria Rojek, en direct de la salle des conférences du Sénat. Le multiplex, c'est tout de suite. Je vous le disais en titre, le Big Bang politique continue. Après la victoire d'Emmanuel Macron à la présidentielle, les partis politiques continuent d'en subir les conséquences. C'est le cas du Parti socialiste, de plus en plus marginalisé dans les urnes. Hier, lors d'une législative partielle, le parti a enregistré avec 2,6% des voix, un de ses scores historiquement le plus bas, à quelques semaines d'un congrès décisif. Nelson Jetten. Je vous laisse quand même. Voilà. Vous pouvez lire, candidat de gauche pour le Parti socialiste, enfin ce qu'il en reste. Voilà. Quelques jours avant le premier tour des législatives partielles à Belfort, le candidat du PS était déjà lucide sur sa situation, mais ne s'attendait sûrement pas à une telle catastrophe. Avec un score de 2,6%, le PS arrive derrière debout la France et les Verts et est talonné par les Patriotes, le nouveau parti de Florian Philippot. Pour le politologue Stéphane Rosès, c'est un score historique pour le parti d'Épinay. Le score de la dernière partielle confine à un score de petite secte. Du coup, c'est sans doute le niveau le plus bas qui n'ait jamais été atteint par cette grande famille, historiquement, qui était la famille socialiste. D'autant que ce résultat tombe le lendemain de la validation des candidatures pour l'élection au poste de premier secrétaire du PS. 4 candidats sont en course. Olivier Faure, Stéphane Le Foll, Luc Carvounas et Emmanuel Morel. 4 hommes donc, et aucune femme. La situation gêne. Bien sûr que ça me dérange. On peut pas accepter, se dire que c'est normal qu'il n'y ait que des hommes. Mais après, il y avait des règles. On ne peut pas demander un respect des règles et puis en faire des exceptions parce qu'on n'a pas assez fait la parité. On n'est pas un concours de beauté non plus. La campagne interne durera 2 mois et les militants socialistes désigneront leur prochain premier secrétaire le 29 mars, avant un congrès à Aubervilliers les 7 et 8 avril. Et première réaction dans notre multiplex, Rachid Temal, sénateur socialiste du Val-de-Marne. Il est à vos côtés, Saveria Rojek. Absolument. Bonjour Rachid Temal. Bonjour. Merci de répondre à nos questions. On vient de le voir, 2,6% hier à Belfort. Le PS qui se place derrière Debout la France de Nicolas Dupont-Aignan. Le PS disparaît du paysage local. Alors vous avez cité le territoire de Belfort, mais vous avez aussi oublié de parler du Val d'Oise, où là, la candidate socialiste a progressé, certes pas beaucoup, mais d'1,5%. Et donc nous sommes en phase de reconstruction, effectivement, mais c'est encore trop tôt pour dire définitivement où est le partialiste. Ce qui est possible aujourd'hui, c'est que le partialiste, après plusieurs mois de travail, maintenant doit tenir son congrès. Et je pense qu'après le congrès, après avoir aussi su renouveler ses idées, vous verrez que le partialiste pourra à nouveau rassembler celles et ceux qui, à gauche, pensent que le changement, c'est aussi possible quand on est une gauche à la fois responsable, mais qui fait preuve d'innovation. Rachid Temal, il y a désormais 4 candidats officiellement en lice pour la tête du parti.
Qui est la bonne personne pour ressusciter le PS? Qui allez-vous soutenir parmi ces 4 candidats? D'abord, ce que je note, c'est que finalement, tout le travail qui a été fait par la direction collégiale, qui va continuer jusqu'au mois d'avril, que j'ai l'honneur et la responsabilité de diriger le parti jusqu'à ce moment-là, on a permis aujourd'hui un congrès possible. Et donc, vous avez cité, il y a 4 aujourd'hui textes d'orientation, parce qu'on l'oublie. Les militants votent sur des textes d'orientation, puis ensuite sur celui ou celle qui portera nos couleurs. Là-dessus, moi, je ne sais pas qui est le bon candidat. Les militants, je laisse les militants débattre. Il y aura des débats. Vous ne vous prononcez pas aujourd'hui. Mais moi, je l'ai dit, en tant que coordinateur du Parti socialiste, j'aurai à m'exprimer puisque je suis militant et donc, bien évidemment, je prendrai position pour un candidat. Ça me semble normal aussi d'avoir un choix et je ferai mon choix, bien évidemment, ne vous inquiétez pas. Alors, Delphine Batho n'a pas pu se qualifier. Elle vous accuse nommément, ou en tout cas le Parti socialiste, d'avoir mis en place des règles précisément pour la disqualifier, les 5%, les 16 parrainages. Qu'est-ce que vous lui répondez? Je dis à Delphine Batho, je lui ai dit samedi, à plusieurs reprises, et la salle a applaudi d'ailleurs, que ses propos étaient inacceptables et que les règles étaient les mêmes pour tous et il ne visait pas Delphine Batho. D'ailleurs, Delphine Batho a eu comme volonté de nous traduire devant la justice. La justice a donné raison au Parti socialiste. La polémique doit cesser puisqu'elle est stérile et elle est sans fondement. Maintenant, il faut que Delphine Batho, si elle le souhaite, participe au débat du Congrès. Vous ne regrettez pas qu'il n'y ait pas de femme candidate Mais je peux regretter qu'il n'y ait pas de femme ou je ne sais. Voilà, on peut trouver tout cela. Mais je veux dire, chacune des militantes pouvait être candidate comme chaque militant peut être candidat. Ce n'est pas à moi, Rachid Temal, de dire un tel peut ou un tel ne peut pas. Les règles sont les mêmes pour toutes et tous. Elles ont été appliquées. Quelle ligne politique doit être défendue, doit incarner ce futur dirigeant? En tout cas, moi, ce que je dis, il faut à la fois, d'abord, il y a un travail sur le Parti socialiste qui doit être plus décentralisé, qui doit être plus digitalisé, qui doit être plus ouvert, incontestablement. Et puis après, il faut un parti qui porte haut une vision, qui assume devant les Français ce combat culturel, cette volonté de dire oui, il y a besoin d'une gauche qui se combat pour qu'il y ait plus de justice sociale, plus d'émancipation individuelle et collective, et donc, je pense, est pro-européen. Et donc, cela doit être porté par nos candidats, et je l'espère ensuite par le Parti socialiste. Très rapidement, ce nouveau parti, est-ce qu'il doit, oui ou non, revendiquer l'héritage de François Hollande? Il doit revendiquer tout l'héritage de la gauche au pouvoir, mais surtout... Y compris celui du dernier quinquennat? Tout l'héritage de la gauche au pouvoir, et en même temps, surtout, préparer l'avenir, parce que les Français ne vont pas voter par rapport au passé, mais bien à l'avenir, et notre utilité, nous, socialistes, à changer la France. Très bien, merci beaucoup. Merci à Rachid Temal d'avoir répondu à la question. Merci. Merci à vous, Saveria, pour cette première réaction. Du côté des LR, l'ambiance est particulièrement tendue. Le premier conseil national depuis l'élection de Laurent Wauquiez s'est déroulé samedi à Paris sur fond de tension entre la salle et Valérie Pécresse, la présidente de la région Île-de-France, pour qui il y a désormais de droite. Héloïse Grégoire et Quentin Calmet. C'est l'image forte de ce Conseil national. À peine arrivée à la mutualité, la présidente de la région Île-de-France, Valérie Pécresse, est huée et sifflée par une partie de la salle. Laurent Wauquiez vole à son secours, il est obligé de monter à la tribune. Je vous demande d'accueillir très chaleureusement, avec des applaudissements nourris, Valérie Pécresse. Merci à vous. Valérie Pécresse a présenté son mouvement baptisé Libre, un courant associé aux Républicains et visiblement une liberté qui passe mal. Clairement, il y a besoin de faire des efforts et des gestes de rassemblement et malheureusement, vous l'avez vu de visu. Les choses sont extrêmement tendues et il faut réapprendre à se respecter les uns les autres, à se parler, à s'entendre, à se considérer tout simplement. Un parti qui se déchire en direct alors que le mot d'ordre était l'unité. La garde rapprochée de Laurent Wauquiez tente de minimiser l'épisode. Je ne suis pas sûre que ce qui ait été sifflé, c'est ce que porte Valérie Pécresse, ni sa personne, ni son mouvement. C'est parce qu'elle est arrivée en retard et qu'alors que Jean Leonetti faisait son discours, elle saluait un certain nombre de militants, donc ça en a agacé sans doute certains. Laurent a eu les mots qui convenaient, c'est-à-dire quand vous avez des idées, des projets et l'envie de travailler, vous êtes les bienvenus et il y a de la place. On n'est pas là pour faire des petites écuries qui ressemblent à rien, il faut être là sur le fond. Tous ceux qui ont envie de porter des idées ou des projets sont les bienvenus, ont toute leur place et voilà, il n'y a aucun problème là-dessus. Cela devait être le premier jour de la reconstruction du parti sous Laurent Wauquiez. On ne retiendra que ses premières divisions.
Et on reviendra sur les conséquences politiques de ce Conseil national dans notre débat avec mes invités dans un instant. Dans le reste de l'actualité, on en sait un peu plus sur les intentions du gouvernement en matière de réforme constitutionnelle. Pour en parler, Tam Trani nous a rejoint sur ce plateau. Bonjour Tam, je le disais, le bras de fer entre le Sénat et l'exécutif continue. Depuis une semaine, il y a cette hypothèse d'un référendum autour des sujets qui coincent avec Gérard Larcher. La preuve que cette idée progresse, c'est que la garde des Sceaux a évoqué cette possibilité de référendum elle-même. Et oui, effectivement, elle en a parlé hier chez nos confrères du Grand Jury. Nicole Belloubet estime que dans le champ de la grande réforme constitutionnelle qui a été annoncée par Emmanuel Macron, il y a des mesures qui ne nécessitent pas de modifier la Constitution, qui sont plutôt de l'ordre institutionnel et qui peuvent faire l'objet d'un référendum sur la base de l'article 11, c'est-à-dire une consultation directe des citoyens sans passer par un vote du Parlement. Écoutez Nicole Belloubet. On pourrait imaginer un référendum qui porterait à la fois sur le mode de scrutin, la représentation proportionnelle, sur le nombre de parlementaires, leur diminution, à peu près d'un tiers, sur la question du non-cumul des mandats dans le temps. Est-ce que oui ou non, il faut passer par le référendum pour faire le non-cumul dans le temps ? Je pense que c'est une question qui doit être validée juridiquement. Je ne suis pas certaine que ce soit de niveau constitutionnel. Donc, je dis que l'on pourrait, sans doute, on peut l'éviter. On peut passer par un référendum article 11 sur ces sujets-là. Je résume donc les points dont parle Nicole Belloubet. La diminution du nombre de parlementaires, modification du mode de scrutin ou encore la question de la suppression du non-cumul des mandats dans le temps. Ce sont précisément des points qui coincent avec le Sénat. L'exécutif songerait donc à contourner la Chambre haute en ayant recours à ce fameux article 11. Une menace, on a entendu Nicole Belloubet, qui est très courtoise, mais qui est aussi réelle à l'égard de Gérard Larcher, qui, lui, la semaine dernière, avait écarté cette hypothèse, justement, en l'écoutant. Rien ne me laisse à croire, hormis des rumeurs, que le président de la République soit dans l'intention d'utiliser un article qui ne serait pas sans poser un certain nombre d'interrogations. Donc, je fais confiance à la fois à la capacité de dialogue des parlementaires des deux assemblées et au dialogue avec l'exécutif. Je fais même ce pari-là. Alors, aidez-nous, Tam, à y voir un plus clair. C'est vrai qu'il y a différentes possibilités de recourir au référendum, soit l'article 11, soit l'article 83. Oui, effectivement, pour réviser la Constitution et les institutions, on peut avoir soit recours à l'article 11, soit l'article 89, vous l'avez dit. L'article 89 qui suppose que les parlementaires votent le projet de loi exactement dans les mêmes termes. Et ensuite, si ce texte est adopté dans les mêmes termes, il y a un vote du Parlement réuni en congrès à Versailles. Il faut réunir 3/5 des suffrages exprimés. Et puis, si l'exécutif n'a pas ces 3/5, il peut alors passer par un référendum. Mais là, ce dont on parle, c'est bien autre chose. C'est l'article 11. Le fait d'avoir recours à un référendum sur cette base est différent. On peut y avoir recours, je cite, pour tout projet de loi sur l'organisation des pouvoirs publics, cela après un simple débat sans vote au Parlement. Et on peut utiliser donc l'article 11 sur un projet de loi classique ou sur un projet de loi organique, mais pas sur un projet de loi constitutionnel. Qu'en disent les juristes, les constitutionnalistes, est-ce qu'on peut utiliser cet article 11 justement pour changer à la fois le mode de scrutin des parlementaires ou négocier cette question du cumul dans le temps ? Oui, précisément ce que dit Nicole Belloubet. Juridiquement, cela ne semble pas réellement poser des problèmes. Effectivement, nous avons interrogé plusieurs constitutionnalistes qui accréditent les propos de la garde des Sceaux. Écoutez ces propos recueillis par Héloïse Grégoire. Le ministre de la Justice a raison. L'une des hypothèses possibles est en effet l'article 11. Sur ce point-là, pas d'obligation de modifier la Constitution. Dans le débat actuel, on mélange tout. Il y a ce qui relève de la loi ordinaire, par exemple la modification du mode de scrutin. Ce qui relève de la loi organique, par exemple le nombre de parlementaires et la limitation dans le temps du cumul successif de mandats. Et puis il y a ce qui relève de la loi constitutionnelle, la réforme du Conseil constitutionnel. Donc en clair, on pourrait s'acheminer vers une réforme en deux temps. En quelque sorte, d'abord, une réforme constitutionnelle sur les points qui font consensus. Par exemple, la suppression de la Cour de justice de la République, indépendance du Conseil supérieur de la magistrature, encore réforme du Conseil constitutionnel. Tout ça, ça passe par le Congrès et l'article 89. Et la partie qui bloque avec le Sénat et qui n'est pas du ressort de la Constitution, on vient de le découvrir, passerait, elle, par un référendum direct sur la base de l'article 11.
Reste que si tout cela est possible d'un point de vue juridique, cela n'est pas sans risque politique. Il faut dire qu'il y a de quoi être définitivement fâché avec le Sénat si on cherche à le contourner. Merci beaucoup, Tam, pour toutes vos explications dans le reste de l'actualité aujourd'hui. L'inquiétude des parents et des lycéens avec la mise en application de Parcoursup. Ce système est censé remplacer la plateforme APB, mais parfois l'inscription à la fac vire au parcours du combattant. Les explications de Samia Dechir avec Adrien Devezé. À 17 ans, Estelle s'apprête à faire des choix déterminants pour la suite de ses études. Élève en terminale, elle a jusqu'au 13 mars pour décider quelle formation suivre après son bac. Des vœux qu'elle formule sur la nouvelle plateforme internet Parcoursup. En tout, il y a 10 vœux à faire et ils sont non hiérarchisés. J'ai mis des universités, par exemple de Saint-Quentin, de Nanterre et la Sorbonne. Donc la Sorbonne, c'est hors de mon secteur, mais je l'ai mise quand même. Et j'ai mis en droit éco-gestion donc, pour tout ça, et parce que c'est vraiment quelque chose que je veux faire et qui m'intéresse. Parcoursup succède à la très décriée plateforme APB, où les élèves formulaient 24 vœux par ordre de préférence. Pour les filières en tension, un algorithme procédait par tirage au sort. Cette fois, si une sélection est nécessaire, elle se fera sur dossier. J'ai jamais connu APB, mais Parcoursup me semble beaucoup plus clair, parce que déjà on hiérarchise pas les vœux, donc on va pas faire de choix par défaut, etc. Et le fait qu'il n'y ait plus de tirage au sort, notamment pour ceux qui sont en médecine ou pour des facs et tout, c'est rassurant, c'est au mérite, quoi. Plus clair qu'APB, Parcoursup est en revanche jugé aussi injuste que l'ancien système par les syndicats lycéens. Pour eux, le choix des élèves sur dossier n'est qu'une sélection déguisée à l'entrée des universités, où le nombre de places ne suffit plus à accueillir tous les candidats. Pour qu'il n'y ait plus de sélection, il y a une seule solution, il n'y en a pas 10 000, c'est augmenter le nombre de places dans le secondaire. Bien sûr que pas tout le monde peut faire des prépas, pas tout le monde peut aller en université, alors augmentons les places dans les BTS, augmentons les places dans les DUT, augmentons les places dans les autres formations alternatives. Et ne nous voilons pas plus la face en proposant des plateformes un peu plus coloriées, mais qui vont renforcer les inégalités, puisqu'ils vont faire en sorte que la sélection persiste. Loin de faire l'unanimité, Parcoursup fera descendre lycéens et enseignants dans la rue cette semaine. Une intersyndicale appelle à une journée de grève le 1er février. Et on ouvre à présent notre premier débat consacré aujourd'hui à cette recomposition politique qui n'en finit pas depuis la victoire d'Emmanuel Macron. Son travail d'atomisation des partis traditionnels se poursuit entre l'émergence de droite et la marginalisation accrue du Parti socialiste dans un contexte d'abstention massive. Le débat, c'est tout de suite. Et on ouvre le premier débat de Sénat 360 avec mes invités sur ce plateau. Nathalie Moret, bonjour, merci d'être avec nous. Vous êtes journaliste politique au bureau parisien du groupe EBRA. J'accueille également Jefferson Desportes, bonjour, journaliste politique au journal Sud-Ouest. Bonjour. Laurent Deboisseux est également avec nous, bonjour. Vous êtes journaliste au journal La Croix, fondateur du site francepolitique.fr. Et pour nous éclairer, Bruno Cotrez, bonjour, politologue. Vous êtes chercheur au CEVIPOF, membre du CNRS. Les Républicains, première question pour vous, Nathalie Moret, après ce Conseil national houleux, sont-ils au bord de l'implosion ? Non, pas du tout. Les Républicains traversent une crise qui n'est pas d'hier et qui va encore continuer. On a vu en fait samedi la mise au jour de quelque chose, d'une problématique qu'on connaît et qui est la même depuis longtemps. C'est-à-dire qu'il y a une fracture au sein de ce parti sur le positionnement du Front National. C'est d'ailleurs ce qu'a dit Valérie Pécresse, puisque Valérie Pécresse l'a répété dans son discours en disant il y a deux droites. La première qui est progressiste et traditionnaliste est celle qui a voté Macron et la seconde qui a refusé de se positionner. Donc voilà, on assiste à ce problème-là, à cette fracture-là, qui a eu beaucoup de retentissement lors du Conseil national, ce qui n'est pas forcément bon pour Laurent Wauquiez, mais ça va continuer encore comme ça. Je pense que les gens de cette mouvance-là, Maëlle de Calan, etc., vont la rejoindre. Et vous savez, le parti principal de droite, l'UMP puis les LR, a toujours eu plusieurs tendances. Et voilà, ça continue. Ouais, on pensait cette question réglée, pourtant, depuis l'émergence des constructifs, Jefferson Desportes. De toute façon, ce dont parlait Nathalie Moret, oui, ça va durer, et je pense que ça va durer jusqu'aux européennes. Le vrai juge de paix, ce seront les européennes, et c'est là où la cassure définitive, sans doute, interviendra. Jusque-là, cette vraie fausse cohabitation va se poursuivre, avec d'un côté l'aile plus modérée incarnée par Valérie Pécresse, encore qu'il faut nuancer, parce que c'est un parti associé maintenant avec Libre. Elle n'est plus... Elle est dans les Républicains sans vraiment y être, mais contrairement à Alain Juppé au 2012. On peut être membre de Libre sans adhérer. Voilà, et donc il y a des nuances à apporter. Maintenant, derrière le débat d'idées, il y a aussi une vraie reprise en main de Laurent Wauquiez, de
de l'appareil des Républicains. Il a évincé un certain nombre de personnalités du bureau politique. Et ceux qui font mine de le découvrir aujourd'hui, là, font preuve d'une grande naïveté. On savait que Laurent Wauquiez allait reprendre l'appareil en main. Il n'allait pas laisser trop ses adversaires s'exprimer. C'est fait. Donc voilà, il y a une forme de clarification, mais elle n'est pas encore arrivée à son terme. Ça va être difficile de rassembler pour Laurent Wauquiez toutes ces écuries, Laurent de Boissieu. Alors rassembler, il faut voir qui il doit rassembler en fait. Il y en a qui sont partis des Républicains, mais ceux qui partent pour aller nulle part ou aller directement chez Macron dans la majorité présidentielle n'embêtent pas tellement Wauquiez. Le problème pour Wauquiez, c'est s'il y a une autre droite qui arrive à émerger sur un pôle plus modéré. Or on le voit pour l'instant, les sympathisants, les Républicains, en tout cas les militants, les Républicains, sont clairement sur la ligne Wauquiez. En fait, on dit la ligne Wauquiez, mais c'est la ligne théorisée en 2001 par Sarkozy dans son livre Libre, une ligne de droite décomplexée, qui est ensuite incarnée par Copé, par Fillon, qui n'était pas forcément son origine, mais en tout cas ensuite par Fillon, et aujourd'hui par Wauquiez. Donc il s'inscrit dans le courant majoritaire, ce qui est aujourd'hui le parti majoritaire à droite. Continuité dans la ligne de Nicolas Sarkozy, oui, vous diriez ça, Bruno Pécresse ? Il y a une filiation, une inspiration Sarkozy chez Laurent Wauquiez qui est extrêmement claire à la fois sur le fond du discours et même d'une certaine manière dans le personnage qu'il essaye progressivement de présenter aux Français, c'est-à-dire effectivement pas de complexe d'être de droite, la droite qui ose être la droite, et même dans cette dimension un petit peu de casseur de code en disant voilà, moi je suis celui qui parle peut-être différemment de la France d'Emmanuel Macron. Donc oui, il y a une très 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 claire inspiration Sarkozy chez Laurent Wauquiez. Effectivement, pour suivre ce que disait Laurent, on s'aperçoit quand même que toutes les dernières fois où le peuple de droite a été amené à démocratiquement se présenter. Il a choisi 2012 Copé-Fillon, 2014 le retour de Sarkozy, 2016 Fillon, 2018 Wauquiez. Donc pour le moment, on ne voit pas dans le peuple de droite une claire et forte aspiration à une droite centriste, puisqu'elle a été d'une certaine manière accaparée par la dynamique d'Emmanuel Macron. Et on sait qu'à la primaire, c'est en effet Fillon et Juppé au second tour, mais si on regarde chez les sympathisants LR, d'après OpinionWay, ça aurait été Fillon-Sarkozy. Donc là, la droite Juppé est clairement minoritaire au sein des sympathisants LR, et encore plus au sein des militants LR. Il ne faut pas oublier que Laurent Wauquiez a été élu avec presque 75% des voix. Il a une très forte légitimité chez les militants, chez les adhérents. Donc il est logique qu'il aille aussi dans cette direction-là. Et pourtant, le rassemblement, ça sera la tâche qu'il va devoir accomplir. Je vous propose de le réécouter, il appelle au rassemblement. Je ne laisserai plus les petites chapelles et les querelles d'ego affaiblir notre famille politique. Je ne distribue pas de postes aux enchères pour acheter le silence des uns et des autres, parce que ces petites cliques ont failli tuer les Républicains. Je tends la main à chacun, mais il faut maintenant qu'ils comprennent que le temps des écuries est révolu. Si l'on veut s'engager, on le fait tous ensemble. Je veux que l'on retrouve le plaisir de l'engagement en commun. Nous sommes les Républicains. Nathalie Morey, cette petite phrase, le temps des écuries est révolu. Pour autant, on entend Valérie Pécresse clairement annoncer qu'il y a désormais deux droites. Il y a de droite. On serait tenté de dire de droite irréconciliable pour faire écho à la gauche. Oui, enfin, en tous les cas, elles sont bien fâchées. Je ne sais pas si elles sont réconciliables ou pas, mais elles sont bien fâchées. C'est assez drôle de voir Laurent Wauquiez dire « je tends la main » et en même temps ne pas donner la parole à Maëlle de Calan lors du Conseil national qu'il a demandé. Maëlle de Calan, certes, il a fait moins de 10%, mais il représente une petite partie des militants des Républicains. Valérie Pécresse, elle, a clairement mis en scène son arrivée au Conseil national avec sa claque et elle a donc provoqué le noyau dur des militants les Républicains. Elle savait qu'elle allait se faire siffler et tout ça c'était justement pour mettre en scène le fait qu'il y a deux droites. Donc effectivement je trouve qu'il est dans son rôle, Laurent Wauquiez, en disant voilà c'est fini les querelles des chapelles, etc. Maintenant ça a été tranché, et en même temps il ne tend pas la main au discours discordant. Donc d'un côté il dit il peut y avoir de débat, et de l'autre, il ferme le débat. Ouais,
Ça sera quoi son positionnement? On le disait, il s'inscrit à la fois dans la ligne de Nicolas Sarkozy et aussi, peut-être avec une certaine main tendue aux électeurs du Front National? Alors, main tendue, non. Alors, en tout cas, c'est pas du tout une main tendue à ses amis de la droite, ça c'est clair. Ce qu'il a fait, ça s'appelle un avertissement. Donc, c'est où vous me suivez, où la porte est grande ouverte. On va faire une traduction très simple, mais franchement, là, il n'y a pas à trop tergiverser autour du sens premier de ce qu'il a dit. Maintenant, le positionnement de Laurent Wauquiez est extrêmement clair, très fort sur l'immigration, non au gaspillage, et là, il a trouvé peut-être un angle de tir qui serait intéressant à observer, c'est sur les classes moyennes. Donc on va mettre en perspective les avancées d'Emmanuel Macron sur la fiche de paye, ce que vous avez gagné sur le salaire de janvier par exemple, et la baisse de l'impôt sur la fortune, la moindre imposition du capital, etc. Là on va avoir des angles de tir qui s'ouvrent, avec notamment pour la droite, mais la gauche va travailler sur ce même sujet, notamment Benoît Hamon. Donc voilà, donc il va y avoir un discours très droitier de la part de Laurent Wauquiez pour asseoir sa base, mais en même temps il va pouvoir aller cheminer sur des terrains de société qui pourront mériter débat, à mon avis. C'est vrai qu'il se positionne en principal opposant Emmanuel Macron, Laurent Wauquiez. C'est une bonne stratégie selon vous, Laurent de Boissieu? Déjà, il avait préempté ce créneau-là, comme Jean-Luc Mélenchon, justement, contrairement à son parti qui avait appelé, pas à voter Macron, mais à voter contre Marine Le Pen pour la faire battre, donc à voter, c'est-à-dire implicitement Macron. Lui, Wauquiez a laissé le choix entre le vote Macron ou le vote blanc. Donc il a préempté le rôle d'opposant. S'il avait appelé à voter Macron, c'est la même stratégie que Mélenchon. De fait, ils étaient moins forts pour être, par rapport à Marine Le Pen, un opposant à Emmanuel Macron. Donc oui, il prend vraiment ce créneau-là. Au sein de la droite, ce qui est intéressant, c'est qu'est-ce que va incarner Valérie Pécresse. Autant Alain Juppé, Maël de Calan, qui était un peu une doublure d'Alain Juppé, avec moins de notoriété, on voit très bien à quelle ligne il incarnait alternative à Wauquiez. Autant Valérie Pécresse, son discours au Conseil national sur l'immigration était très dur. Valérie Pécresse ne se démarque pas tant que ça sur le fond de la droite de Wauquiez. Je vais me faire l'avocat de Laurent Wauquiez une seconde aussi. Laurent Wauquiez, alors certes, il y avait aussi un jeu pour la piéger, mais il avait proposé la présidence du Conseil national, tout de même, qu'elle a refusé. Elle a refusé aussi parce que c'était aussi pour la piéger, mais Laurent Wauquiez, on ne peut pas dire qu'il ne tend pas la main. Après, le fait qu'il n'ait pas donné la parole à Maël de Calan, ça leur a fait coûter pas grand-chose de laisser la parole à Maël de Calan. Quel bénéfice il tire, Laurent Wauquiez, sur le terrain, Bruno Cotresse, pour l'instant, de ce positionnement? On a vu deux législatives partielles hier, à la fois à Belfort et dans le Val d'Oise. Je pense que Laurent Wauquiez est dans une période où il faut, pour lui, surtout faire redresser la tête aux électeurs et aux militants. Leur dire, on n'a pas à être honteux de ce que l'on est. Et Laurent Wauquiez, son positionnement correspond assez bien à cette phase, qui est une phase un peu de transition, où il s'agit pour ce parti de retrouver un horizon. Pour le moment, ce parti semblait n'a plus avoir d'horizon. Donc l'horizon pour Laurent Wauquiez, c'est de dire déjà réaffirmons qui nous sommes. Et je pense que plus ou moins implicitement, il fait le choix d'avoir une cible moins large, mais plus homogène. De dire arrêtons au fond cette confusion, le centre, la droite, soyons la droite, le centre, Macron s'en est occupé. Donc je pense qu'il est vraiment dans cette stratégie de dire la précondition pour retrouver une crédibilité aux yeux des Français et réincarner à nouveau une histoire qui pourrait être une histoire d'une candidature à la présidentielle, c'est déjà de savoir qui on est et donc de proposer quelque chose qui est clairement dans l'opposition à Emmanuel Macron. D'une certaine manière, peut-être qu'il n'a pas non plus tellement d'autres choix, rationnellement, que d'avoir cette stratégie. L'espace politique est limité. Donc il essaye d'occuper la place qui reste aujourd'hui à la droite. Il aura le temps de rassembler. Pour l'instant, il n'est pas dans l'urgence du rassemblement en réalité. Tout ça, ça viendra sur le long terme. Là, pour l'instant, il faut qu'il remette sa famille politique en ordre de marche, en ordre de bataille, avec une identité très claire. Et notamment, vous parliez du Front National tout à l'heure, il assume une ligne très identitaire. Il veut reparler à ces électeurs-là. Donc là encore, il opère ce basculement à droite toute, mais tout en consolidant sa base. Et justement, sur ce positionnement, je vous propose de le réécouter. Je refuse de laisser le monopole du social à la gauche. Je refuse que nous continuions à reculer sur tous ces thèmes que nous avons petit à petit abandonnés et qui ont été usurpés par En Marche. Mais je refuse aussi de laisser le monopole de la sécurité ou de l'immigration à l'extrême droite. Qu'est-ce qui lui reste finalement à Laurent de Boissieu, à Laurent Wauquiez comme thématique? À la fois, on voit qu'ils essayent un petit peu de parler à la gauche, au Front National, et puis il y a quand même ce chandouille laissé par l'élection d'Emmanuel Macron qui phagocyte un peu tous les thèmes de prédilection des partis traditionnels. Chandouille, mais en même temps, Laurent Wauquiez aujourd'hui a le monopole à droite. C'est-à-dire qu'une partie du centre-droit, forcément, il y a une majorité de centre qui a émergé. Donc une partie centre-droit est partie au centre.
ce qui était assez logique et attendu. Mais sur la droite d'opposition, de gouvernement, Laurent Wauquiez a encore le monopole. Il a un matelas électoral de François Fillon tout de même au premier tour de la présidentielle qui n'est pas négligeable, malgré le contexte difficile. Alors, sur les thématiques, Laurent Wauquiez, on dit souvent qu'il droitise beaucoup son discours. C'est vrai, par exemple, un point très précis, il veut retrouver la souveraineté sur les frontières migratoires. Alors là, oui, c'est très clairement une droitisation de Laurent Wauquiez. Mais sur les autres thématiques, il retrouve un peu tout ce que la droite dit sur les quotas d'immigration votés au Parlement, sur réduire les regroupements familial, durcir les conditions de droit du sol. Tout ça, c'est des choses que disaient aussi bien parfois Alain Juppé, mais Nicolas Sarkozy ou François Fillon. Donc parfois, on accole à Laurent Wauquiez en disant qu'il droitise des idées en fait qui étaient défendues par l'ensemble de la droite jusque-là de toute façon. Alors, il n'y a pas que la droite qui est en pleine recomposition, il y a aussi le Parti socialiste. Est-ce que vous diriez qu'il est à l'agonie, Bruno Cotresse ? Alors c'est toujours difficile de prononcer l'acte de décès ou l'état d'agonie d'un parti politique, parce qu'on sait que les partis sont des organisations assez résilientes. Ils arrivent à partir des fois de désastres, à se remettre. Donc je me garderais bien de prononcer l'acte de décès du Parti socialiste. On sait qu'il ne va pas bien. 2,6% à Belfort, voilà, des terres ancrées à gauche. C'est plus compliqué pour le Parti socialiste que pour les Républicains, tout simplement parce que le Parti socialiste était encore au pouvoir. Il y a quelques mois, il n'y a même pas un an, le Parti socialiste était au pouvoir. Donc il a beaucoup plus de mal que les Républicains à construire un discours d'opposition, puisqu'on peut sans arrêt leur renvoyer en lui disant « mais pourquoi vous ne l'avez pas fait alors à ce moment-là ?» Donc il faut du temps pour que le Parti socialiste retrouve une crédibilité comme parti d'opposition. Par contre, le courant d'opinion que le Parti socialiste représente, c'est-à-dire une aspiration à de la transformation sociale par la justice, par l'égalité, ça existe toujours dans la société française. Donc il aura à un moment donné, sans aucun doute, ce courant d'opinion du grain à moudre. Alors, quelle forme va prendre la défense de ce grain à moudre ? Parti socialiste, tel qu'on le connaît, recomposé, c'est beaucoup trop tôt pour le dire. Ça dépend du congrès, de qui sera le futur premier secrétaire du parti. On sait qu'il y a 4 hommes en lice, Nathalie. Je crains que non. Moi, il y a un chiffre, vous venez de le citer, mais qui m'a absolument effarée hier, c'est les 2,6 à Belfort sur une terre de gauche. Je trouve que c'est très significatif. Ensuite, on parle à l'instant du parti Les Républicains. Il y a toute une nouvelle génération au Parti des Républicains, des jeunes maires qui ont été élus en 2014 et qui incarnent un renouvellement générationnel très fort. On n'a pas la même chose à gauche. Le Parti socialiste n'a pas su renouveler les visages. Regardez les visages des 4 hommes qui sont en lice pour être premier secrétaire, on les connaît tous. En tous les cas, peut-être pas le grand public beaucoup, mais nous, en tant que journalistes politiques, ce sont des gens qu'on connaît déjà depuis plusieurs législatures. Donc, et on voit dans la petite trentaine de socialistes qui restent à l'Assemblée nationale, ils sont quasiment tous d'anciens élus. Donc là, pour moi, je trouve que c'est une vraie difficulté. Et en plus, ils ont, c'est quand même radicalement, très très important, ils ont des difficultés financières terribles, ce qui est de moins en moins le cas du Parti Les Républicains, qui lui engrange de nouvelles adhésions depuis plus d'un mois. Laurent Daubassieux. LR, on voit très bien que c'est la droite du gouvernement, alors avec des difficultés. Le PS, le problème, c'est de savoir demain ou après-demain, qui sera la gauche du gouvernement. Est-ce que ce sera Macron qui occupera ce terrain-là, finalement, face à la droite LR ? Ou est-ce que Macron restera un centre et un PS ayant un peu rené de ses cendres occupera ce terrain de la gauche ? Mais il y a le danger pour le PS que demain, la gauche du gouvernement, ce soit Macron, soit plus le PS, avec Mélenchon qui engrangerait une gauche critique, bien sûr. Alors justement, Jefferson Desportes. Il y a une question qui est vraiment empoisonnée sur ce congrès du PS, c'est que le Parti socialiste, à l'avenir, il est quoi ? Il est adversaire ou partenaire d'Emmanuel Macron ? Et c'est ça où il va falloir qu'ils fassent une clarification, eux aussi. La droite l'a fait très clairement avec Laurent Wauquiez, c'est un opposant à Emmanuel Macron. Maintenant, et là, il y a quelqu'un qui les attend au tournant, c'est Benoît Hamon, qui lui s'est posé en opposant, dans la position de l'opposant Emmanuel Macron lui aussi. Et si le PS veut devenir un partenaire, éventuellement de génération, ou d'autres forces de gauche, il va falloir qu'il tranche ce débat-là. S'il continue de jouer de la godille, comme il l'a fait jusqu'à présent, ça va être très compliqué. Et de ce point de vue-là, la personnalité de celui qui emportera la mise au congrès d'Aubervilliers sera assez déterminante. Voilà. Maintenant, cette question-là est vraiment essentielle et pour le moins empoisonnée. Alors justement, je vous propose d'écouter Olivier Faure, le député qui était à l'invité de nos confrères de France Inter. Il postule, lui, à ce poste de premier secrétaire du Parti socialiste. On l'écoute. Et j'observe que dans la même soirée, il y avait à la fois les scrutins nationaux, législatifs, où nous avons été écrasés, et puis il y avait un scrutin municipal en Haute-Garonne, à Haute-Rive. Et là, c'est nous qui avons gagné devant, y compris le candidat soutenu par La République En Marche. C'est dire que la tête est malade,
C'est incontestable, mais il y a aussi dans les territoires, là où les socialistes montrent ce qu'ils ont de meilleur, là où ils montrent leur utilité, ils font plus que résister. Ils sont ceux qui continuent à orienter la politique. Et donc, j'en tire une conclusion assez simple, c'est qu'il faut que désormais, nous nous appuyions non pas sur ce que nous avons réussi à casser, mais sur ce qui marche encore, et donc nous appuyer sur les territoires, sur celles et ceux qui, au quotidien, font vivre un idéal. Bruno Cotresse, la reconquête par les territoires, la droite disait la même chose il y a quelques mois aussi. Ah oui, on trouve les arguments qu'on peut dans des situations difficiles. Là, le Parti socialiste est dans une situation tellement difficile au plan national que bien sûr, il ne peut que prendre appui ou essayer de prendre appui sur ce qui lui reste, c'est-à-dire ses élus locaux. Donc forcément, le discours va être un discours de reconquête par les territoires. Ça n'est pas la première fois que le Parti socialiste est face à cet enjeu. Et ce n'est pas la première fois qu'il explique aux Français qu'il va revenir par les territoires, par ses grands élus locaux. Il faudra voir au fur et à mesure que ce discours va se développer, si ça se traduit aussi par un agenda politique, par des propositions politiques qui nous montrent que partant des territoires, on arrive à construire une offre politique de gauche et qui ait vocation à devenir une offre de gouvernement. S'il reste les territoires au PS, c'est que Macron, En Marche, a siphonné le PS, la présidentielle et ensuite aux législatives, en partie, avec aussi en mandant sur le centre droit, mais a siphonné principalement le PS, en tout cas la présidentielle. Et il n'y a pas encore eu de municipal, il n'y a pas encore eu de régional, il n'y a pas encore eu de départemental. Et là, on verra. Qu'est-ce qui reste au PS ensuite? Que feront les élus locaux PS aujourd'hui? On a bien vu, les grands maires du PS étaient souvent très très proches de Macron. C'était les plus propres à basculer. On verra ce qu'il en est du PS après ces prochaines échéances locales. Pourtant, ils n'ont pas basculé pour l'instant. Justement, En Marche, si En Marche attend aussi fortement les municipales, c'est pour gagner des élus locaux, pour s'ancrer dans les territoires. Et ils comptaient bien avoir des renversements d'alliances au fur et à mesure que ce quinquennat se profile et qu'on se rapproche des municipales. Pour l'instant, les élus locaux sont plutôt dans l'attentisme, en tout cas à gauche. Et vous voyez, là près de la région Aquitaine, le président Rousset n'a pas encore eu de groupe En Marche se constituer. Le président du groupe PS vient de partir. Oui, pour rejoindre Génération, pas pour rejoindre En Marche. Donc ça aussi, c'est un autre signal. Mais ça veut dire que sur les territoires, tous ces élus-là qui pouvaient potentiellement basculer ne l'ont pas fait. Nathalie Mauret, le Front National aussi est affaibli par les patriotes de Florian Philippot. On le voit encore, c'est un des enseignements de cette législative partielle dans le territoire de Belfort. Alors, Florian Philippot, il a fait 2%. Donc je pense qu'il, très honnêtement, il a beau dire que c'est pas mal pour un nouveau parti, je pense qu'il est très déçu. Le vrai enseignement, c'est que le Front National, il a fait, de mémoire, j'ai plus les chiffres en tête, mais 7%, ce qui fait moitié moins que ce qu'il avait fait la dernière fois. Et à mon avis, c'est là le vrai enseignement, parce qu'on voit bien que c'est le Parti républicain qui en a profité. Donc ce qui sous-entend que Wauquiez, pour l'instant, sur son positionnement actuel, a plutôt raison. Est-ce que sur le long terme, les patriotes vont siphonner un petit peu de l'électorat des républicains? Moi, j'ai tendance à penser qu'on préfère toujours l'original à la copie. Après, on va voir. C'est une scission plus qualitative que quantitative, même électoralement pour le FN. Bruno Cotresse. On voit que c'est très difficile quand même pour Florian Philippot, que ça va être très difficile pour lui de retrouver une stature à la hauteur de ses ambitions précédentes. Florian Philippot part de pas grand-chose, il a quand même pas beaucoup de troupes, et il va découvrir à quel point il est difficile, quand on quitte une organisation politique, de reconstruire une image, parce qu'il faut avoir aussi un discours. C'est pas seulement qu'il est connu, que les Français se sont habitués à sa présence dans l'espace politique et médiatique, mais encore faut-il qu'il ait une histoire à raconter, qui soit percutée, qui soit ressentie par les Français comme quelque chose d'intéressant, quelque chose que le Front National ne dit pas. Donc pour l'instant, Florian Philippot, de ce point de vue-là, n'a pas fait encore montre de cette différence. Jefferson Desportes, on a évoqué la situation de ces trois partis. Est-ce qu'elle profite au chef de l'État? Est-ce que La République En Marche tire avantage, bénéfice de ces situations? C'était sa stratégie, c'était d'atomiser, vous l'aviez dit au début de l'émission, d'atomiser les différents partis. Pour l'instant, les partis essaient de réagir, de se recomposer, de remonter la pente. Donc plus ils sont divisés, plus ils peinent, plus ça sert les intérêts du chef de l'État. Maintenant, qui peut croire qu'entre Jean-Luc Mélenchon et Emmanuel Macron, pour ce qui est de la gauche, il n'y a pas un espace? Normalement, il y a un espace, en moins idéologique, programmatique à trouver. Est-ce que ce sera le Parti socialiste? Est-ce que ce sera Benoît Hamon? Ça reste encore à définir. Mais il est clair qu'à cet endroit-là, en tout cas, il y a un espace pour construire quelque chose. Est-ce que les élus, les hommes politiques et les femmes politiques seront assez brillants pour trouver la clé et la réponse à Emmanuel Macron, qui pour l'instant s'en sort plutôt pas mal, même s'il a eu une vraie crise avec les prisons, même s'il est attendu sur d'autres dossiers. Pour l'instant, on est tous constatés que les grandes manifs à laquelle appelait Mélenchon au début septembre n'ont pas prise. Donc voilà, il est encore un peu tôt, la recomposition est en marche, jusqu'où elle ira, on verra. Mais il y a un espace à prendre, c'est clair. Nathalie Mauret, sur justement cet aspect, La République En Marche, elle a un boulevard devant elle?
Pour l'instant, oui. On voit très bien que le positionnement sur l'axe central de l'échiquier politique était effectivement celui qu'il fallait avoir. Puisque d'un côté, il a bénéficié du discrédit à la fois du Parti Les Républicains et du Parti Socialiste. Et on voit bien qu'il grignote sur les deux électorats. Pour l'instant, au niveau de sa popularité, à part quelques hauts ou quelques bas, objectivement, ça va plutôt bien. Je trouve qu'il traverse assez bien les crises. Là, les prisons, pour l'instant, on voit que la popularité reste à peu près stable. Tout ce qui, normalement, le début d'un quinquennat, c'est quelque chose de très dévastateur pour l'exécutif. Pour l'instant, il s'en sort bien. C'est vrai, vous avez raison, Jefferson, je pense qu'il est encore un peu tôt. Je pense que d'ici la prochaine rentrée, septembre-octobre, on y verra un petit peu plus clair. Oui, il a réussi à mettre fin au clivage traditionnel, Laurent de Boissieu. Qu'est-ce qu'on appelle le clivage traditionnel? Il a mis fin droite-gauche. Il a mis fin à l'alternance droite-gauche qui s'était imposée en 1970 avec la bipolarisation droite-gauche. Maintenant, il incarne aujourd'hui ce grand centre dont François Bayrou a rêvé pendant longtemps, sans pouvoir lui-même l'appliquer. Est-ce que ce grand centre, étant central sur l'équilibre politique, est parti pour gouverner pendant très longtemps? Ou est-ce qu'un pôle, moi j'ai plus de mal à voir le créneau électoral pour entre Macron et Mélenchon, quand même, qui sont deux discours très clairs. Si c'est pour retrouver un PS qui fasse un petit peu sans trancher non, je pense que sur les questions de société, il y a un espace. Je pense qu'il y aura un espace sur les questions de société entre l'impôt sur la fortune, l'impôt sur le revenu, etc. Mais qui n'est pas porté par une personnalité, c'est ça le clairement, souci. Clairement, ça dépendra de qui s'impose à gauche et pour porter quel message. Et pour l'instant, moi, que le PS n'arrive pas à trancher. Oui. Le problème, c'est que le PS, la gauche du gouvernement, a été siphonnée à la présidentielle par Macron, et la gauche non gouvernementale, incarnée par Emmanuel Morel dans cette compétition interne, mais Morel-Mélenchon, je suis désolé, c'est bien plus compatible qu'au sein du PS, Morel-Valls. Et Valls-Macron, on voit bien aujourd'hui que Valls est dans la majorité d'Emmanuel Macron. Donc le PS, pour moi, était un parti qui, en effet, avait deux lignes irréconciliables, qui ont été incarnées par deux personnes extérieures, Mélenchon, Macron à la présidentielle. Et donc, pour un créneau électoral du PS, on peut toujours trouver des gens critiques à gauche qui n'iront pas vers Mélenchon pour des raisons peut-être de personnes, davantage que de fond, mais sur le plan idéologique, j'ai du mal à voir quel espace il y aurait. Sur la fin des climats, il faut faire attention. Il y a la dimension partisane et il y a la dimension idéologique. C'est sûr que les partis de gauche et de droite ont raté l'élection de 2017, très clairement. Ça ne veut pas dire que les dimensions idéologiques, des valeurs, des intérêts de gauche et de droite ont été supprimés par le coup de baguette magique de l'élection d'Emmanuel Macron. Ce sont deux systèmes de représentation des intérêts, des valeurs que défendent les citoyens qui continuent d'exister. Et je dirais que lorsqu'on regarde de près les enquêtes d'opinion qui sont disponibles, on voit à quel point ça continue d'exister dans les représentations que se font les individus de la société. Dans les enquêtes du Cevipof, on pose des questions qui sont: est-ce qu'il faut davantage prendre aux riches pour donner aux pauvres? Est-ce qu'on trouve que l'économie actuelle profite trop aux patrons par rapport aux salariés? On voit que c'est très clivé gauche-droite, au sens le plus traditionnel du terme. Droite qui serait sur la ligne qu'on qualifie de gauche. Mais prenez le rapport de l'OFCE, 45% des gains des réformes engagées iront aux 5% les plus riches. Ça, c'est un vrai débat. Mais au fur et à mesure, pour terminer, Bruno Cotresse aussi, est-ce qu'il y a toujours de la défiance envers la politique? On voit aussi la faible mobilisation des électeurs ce week-end. Oui, on voit toujours de la défiance dans la politique. Nous publions demain au Cevipof les résultats de notre vague annuelle du baromètre de la confiance politique. Vous enverrez demain tous les résultats. Certains commencent à être disponibles. Et on voit que le climat de défiance que nous observons depuis plusieurs années n'a pas disparu. Eh bien, merci Bruno Cotresse. Merci à vous, Jefferson Desportes. Merci. Nathalie Moret. Merci Laurent de Boissieu. On continue les réactions politiques à l'actualité. Aujourd'hui, on évoquait avec Tan Tran Nui les enjeux de la révision constitutionnelle et la menace d'un référendum que fait planer l'exécutif sur le Sénat. Saveria Rojek, vous êtes avec le président de la commission des lois, le sénateur LR Philippe Bas. Philippe, bonjour. Merci de répondre à nos questions. Avant de parler bien sûr de la réforme constitutionnelle, un mot tout de même sur le Conseil national des Républicains. Vous étiez présent samedi matin. Quel est votre sentiment quand vous avez vu par exemple Valérie Pécresse accueillie par des sifflets? Une machine est en train de se mettre en route. Il faut maintenant construire un nouveau projet qui sera celui de la droite et du centre.
Moi, je suis un chiracien sensible aux valeurs du gaullisme social et aussi de la démocratie chrétienne. Et pourtant, je dis, pas de plus grande priorité aujourd'hui que l'unité. Car en 2022, et les grands partis politiques doivent construire leurs projets en pensant au moyen, au long terme. En 2022, je ne veux pas d'une réédition d'un duel entre l'extrême droite et Emmanuel Macron. Je veux pour 2022 qu'il y ait la capacité d'une alternance entre ma famille politique, celle de la droite et du centre, et le président qui sera à ce moment-là le président sortant. Il y aura peut-être justement besoin de renouvellement. Néanmoins, on sent tout de même des fractures importantes désormais entre deux droites. C'est d'ailleurs ce qu'a affirmé Valérie Pécresse ce matin. Il y a désormais deux droites, il faut l'admettre. Il y a toujours eu des sensibilités différentes, et heureusement. Mais le dialogue entre ces sensibilités ne doit pas conduire à créer des lignes de fracture, mais au contraire à enrichir un projet commun. Moi, je continue à penser, comme toutes les grandes démocraties d'ailleurs, qu'il faut une force qui agrège le centre-droit, le centre-gauche, le centre-centre, la droite conservatrice, pour créer une dynamique politique puissante. Philippe Bas, président de la Commission des lois, on va parler maintenant de révision constitutionnelle. L'hypothèse d'un référendum sur cette réforme majeure progresse, notamment dans l'entourage du chef de l'État. La garde des Sceaux, Nicole Belloubet, a évoqué cette possibilité hier. Quel est votre sentiment là-dessus ? Je crois précisément que Mme Belloubet a dit très clairement hier qu'on ne pouvait pas utiliser le référendum pour réviser la Constitution. Elle a dit qu'on pouvait utiliser le référendum pour faire des lois, et là-dessus, je crois que personne ne peut le contester, mais pour la Constitution, parce que la Constitution, au fond, c'est le pacte démocratique fondamental qui unit les Français. On ne peut pas la réviser comme ça, il faut toujours un accord entre le président, le Premier ministre, l'Assemblée nationale et le Sénat, et après, on peut passer au référendum, mais seulement après. Le référendum n'est pas la première étape, mais la seconde pour, en quelque sorte, sanctifier l'accord qui aurait été noué entre l'Assemblée nationale, le Sénat et le gouvernement. Philippe, ce que vous nous dites aujourd'hui, pour parler très clairement, c'est qu'on ne peut pas utiliser l'article 11 pour changer ou le mode de scrutin des parlementaires ou encore le cumul des mandats longtemps. C'est non. Si, on peut tout à fait utiliser pour changer le mode de scrutin l'article 11 de la Constitution. Si vous voulez faire la proportionnelle, vous pouvez parfaitement utiliser l'article 11 parce que, justement, c'est pas dans la Constitution. Mais quand c'est dans la Constitution, vous ne pouvez utiliser que la procédure qui a été faite pour nous protéger contre toute difficulté qui pourrait mettre en cause nos valeurs, parce que la Constitution, ce sont nos valeurs. Imaginez une présidente quelconque ou un président qui voudrait modifier la Déclaration des droits de l'homme par référendum. Vous diriez, mais attention, protégeons nos droits. Eh bien, c'est pour ça qu'on ne révise pas la Constitution n'importe comment. Néanmoins, si le gouvernement, si l'exécutif prenait la décision d'utiliser un référendum, est-ce que ce serait clairement perçu comme un passage en force contre le Sénat ? Mais je ne crois pas que l'exécutif puisse envisager un seul instant de réviser la Constitution par référendum. Il le sait, lui aussi. La garde des Sceaux hier, le Conseil constitutionnel s'y opposerait nécessairement. Tout ce que ce pays comporte comme défenseur de l'État de droit s'y opposerait, parce que ce serait une violation de l'État de droit. Et ce que la garde des Sceaux a dit hier, ça n'est pas du tout, mais relisez-la, je l'ai fait. Ça n'est pas du tout qu'on pourrait utiliser l'article 11 de la Constitution pour réviser la Constitution. Elle a dit, et vous m'avez posé la question, elle a dit, pour le mode de scrutin, on pourrait utiliser l'article 11. Eh bien, je lui en donne acte, évidemment. Mais la révision constitutionnelle, c'est autre chose. Très bien, c'est très clair, le message est passé. Merci beaucoup. Merci Philippe Bas d'avoir répondu à la question. Beaucoup. Merci. Merci à vous, Saber. Il y a inquiétude des lycéens et des parents d'élèves depuis le 15 janvier et l'ouverture de la nouvelle plateforme qui remplace le système APB. De nombreuses questions entourent à l'accès à l'enseignement supérieur. Les établissements scolaires multiplient les réunions d'information pour calmer l'angoisse des parents et des élèves. Samia Dechir avec Adrien Develay. À 17 ans, Estelle s'apprête à faire des choix déterminants pour la suite de ses études. Élève en terminale, elle a jusqu'au 13 mars pour décider quelle formation suivre après son bac. Des vœux qu'elle formule sur la nouvelle plateforme internet Parcoursup. En tout, il y a 10 vœux à faire et ils sont non hiérarchisés. J'ai mis des universités, par exemple de Saint-Quentin, de Nanterre
et la Sorbonne. Donc la Sorbonne, c'est hors de mon secteur, mais je l'ai mise quand même. Et j'ai mis en droit éco-gestion donc, pour tout ça, et parce que c'est vraiment quelque chose que je veux faire et qui m'intéresse. Parcoursup succède à la très décriée plateforme APB, où les élèves formulaient 24 vœux par ordre de préférence. Pour les filières en tension, un algorithme procédait par tirage au sort. Cette fois, si une sélection est nécessaire, elle se fera sur dossier. J'ai jamais connu APB, mais Parcoursup me semble beaucoup plus clair, parce que déjà on hiérarchise pas les vœux, donc on va pas faire de choix par défaut, etc. Et le fait qu'il n'y ait plus de tirage au sort, notamment pour ceux qui sont en médecine ou pour des facs et tout, bah c'est rassurant, c'est au mérite, quoi. Plus clair qu'APB, Parcoursup est en revanche jugé aussi injuste que l'ancien système par les syndicats lycéens. Pour eux, le choix des élèves sur dossier n'est qu'une sélection déguisée à l'entrée des universités, où le nombre de places ne suffit plus à accueillir tous les candidats. Pour qu'il n'y ait plus de sélection, il y a une seule solution, il n'y en a pas 10 000, c'est augmenter le nombre de places dans le secondaire. Bien sûr que pas tout le monde peut faire des prépas, pas tout le monde peut aller en université, bah alors augmentons les places dans les BTS, augmentons les places dans les DUT, augmentons les places dans les autres formations alternatives. Et ne nous voilons pas plus la face en proposant des plateformes un peu plus coloriées, mais qui vont renforcer les inégalités, puisqu'ils vont faire en sorte que la sélection persiste. Loin de faire l'unanimité, Parcoursup fera descendre lycéens et enseignants dans la rue cette semaine. Une intersyndicale appelle à une journée de grève le 1er février. Et dans ce contexte, les sénateurs communistes saisissent le Conseil d'État. Ils contestent la mise en place du portail d'admission dans le supérieur, avant même le vote de la loi. Pour en parler, Pierre Ouzoulias, sénateur communiste des Hauts-de-Seine, est notre invité. Il répond aux questions de Tam Tranui. Le face-à-face, c'est tout de suite. Pierre Ouzoulias, bonjour. Bonjour. Alors le groupe communiste saisit donc le Conseil d'État. Delphine l'a dit au sujet de Parcoursup. Vous contestez la mise en place du portail d'admission avant le vote de la loi. Le gouvernement a mis la charrue avant les bœufs, c'est ce que vous pensez ? Tout à fait, mais bon, ça correspond un petit peu à votre sujet précédent sur la réforme de la Constitution. On sent que le Parlement gêne le gouvernement et qu'il a envie d'aller très vite sur tous les sujets. Il enchaîne les réformes les unes après les autres, sans aucune concertation. Et sur ce dossier-là, il va même plus loin, c'est-à-dire qu'il nous met devant le fait accompli et il nous dit, sénatrices et sénateurs, vous avez maintenant à voter la loi parce qu'elle est déjà en application. Ça, c'est un coup d'État qui est insupportable. Ça témoigne d'un manque de considération pour le Sénat, pour vous, effectivement. Alors là, le texte va arriver le 7 février au Sénat. Bien sûr, mais vous savez, on l'a ressenti déjà pendant le budget. Le manque de considération du gouvernement pour le Sénat, il est patent, il est assumé. On a bien compris que c'était la chambre de trop et que finalement, ce que vote l'Assemblée nationale, ça doit s'imposer le plus rapidement possible. Dans l'ancien régime, ça s'appelait le lit de justice. Vous savez, c'est-à-dire que quand le monarque arrivait dans l'Assemblée, c'était son droit, ce qu'il imposait, qui s'appliquait. Emmanuel Macron est un monarque républicain pour vous ? Oui. D'ailleurs, il nous parle de Versailles. Je pense qu'il assume complètement cette image. Oui, c'est un président soleil. Alors, le problème que vous pointez du doigt, c'est aussi que le gouvernement agit par la voie d'un arrêté qui est la mesure du pouvoir réglementaire le plus faible. C'est aussi une difficulté juridique pour vous ? Bien sûr. On est en train de changer complètement l'ordonnancement et la priorité des textes administratifs. Un arrêté, c'est ce qu'on prend après un décret, c'est ce qu'on prend après une loi. Tout est à l'envers. Tout est à l'envers et on commence par l'arrêté, lequel n'a même pas été discuté par la ministre quand elle est venue présenter son projet de loi au sénateur. 3 jours auparavant, c'est vous dire le peu d'intérêt que le gouvernement porte à notre Haute Assemblée. Alors Frédérique Vidal vous a tout de même répondu aujourd'hui dans une interview au Figaro, puisque l'autre motif de votre recours, c'est que les informations demandées aux bacheliers contreviennent à la loi informatique et liberté. Et Frédérique Vidal dit justement qu'elle agit, je la cite, dans le strict respect du droit et que la CNIL a donné son feu vert. Qu'est-ce que vous lui répondez ? Alors, l'avis de la CNIL, c'est un avis provisoire. Et la CNIL a dit très clairement, c'est dans son arrêté qu'on peut lire, qu'elle verra ensuite quand la loi sera votée. Parce que là, elle a une conscience un peu plus aiguë du droit. Donc la CNIL, elle nous dit très justement que là, en l'état, ça pose des problèmes, mais que quand la loi sera votée, on reverra tout le dossier. Et c'est ce que nous demandons aussi. On attend de voter la loi.
La ministre, également, dans sa réponse, se pose la question « Pourquoi angoisser 650 000 élèves et leurs parents en leur disant que nous faisons quelque chose d'illégal ?» Est-ce que ce recours, il ne risque pas aussi de faire capoter la rentrée étudiante ? Je crois qu'il faut dire clairement aux parents, et de façon vraiment responsable, que si on laisse Parcoursup tel qu'il est organisé aller jusqu'au bout, nous aurons un chaos à la rentrée de septembre 2018. Donc nous agissons en responsabilité en disant il faut arrêter là, maintenant. Voilà. Parce que le système tel qu'il a été prévu... Mais compte tenu du fait qu'il a déjà été lancé, que la plateforme a été lancée, est-ce que tout cela ne peut pas conduire à un réel désordre si, justement, vous obtenez satisfaction? Non, il y a une chose très simple. Quand vous prenez les deux arrêtés, APB et puis maintenant Parcoursup, vous voyez qu'il y a un certain nombre de dispositions qui ont été introduites dans le nouvel arrêté, qui n'ont rien à y faire, et tout ce qui concerne notamment le parcours extrascolaire du candidat, de la candidate ou du candidat. Il suffit de sortir ça du texte. Vous proposez donc d'expurger finalement le texte, et cela vous suffirait pour vous, pour qu'on puisse tout de même poursuivre la réforme? Déjà, ça satisferait le droit. C'est-à-dire que cet arrêté-là, il serait conforme au Code de l'éducation tel qu'il s'applique encore. Pas tel qu'il s'appliquera demain, tel qu'il s'applique encore. Donc ce qu'on demande, c'est simplement l'application du droit. Et le droit, aujourd'hui, dit que pour rentrer à l'université, il suffit du baccalauréat. Point. C'est tout. Oui, donc on en reste là. Et là, on a des histoires de lettres de motivation, de BAFA dans certaines filières, par exemple. Par exemple. Et là, on peut citer l'exemple de Montpellier, où en effet, sur la base des permissions très larges qui sont données par l'arrêté, les facs demandent à peu près tout et n'importe quoi. Et ce qu'il faut que les parents comprennent bien, c'est que la sélection, parce que c'est une loi de sélection, la sélection, c'est une sélection sociale. Ce qui va peser demain dans les dossiers des candidates et des candidats, c'est le lieu où vous habitez, c'est le lycée où vous avez fait votre enseignement, où vous avez fait votre parcours de dernier cycle, et puis c'est vos activités sportives, c'est vos activités artistiques, et c'est les réseaux de papa et maman. Il faudrait que les dossiers soient plus anonymes. Mais l'objectif du bac, qui est une grande victoire de notre République sociale, l'objectif du bac, c'est de rendre toutes et tous égaux et égales devant le diplôme. C'est un diplôme qui est anonyme, qui est passé de façon nationale et qui donne les mêmes chances à chacun et à chacune. Et justement, si l'on considère la réforme du bac, dont on connaît les premières pistes, et la place de plus en plus importante qui va être accordée au contrôle continu, est-ce que vous pensez que justement, cet examen risque de ne plus être national ni anonyme ? De toute façon, avec la réforme telle qu'elle est, le bac n'existe plus. Ce qui comptera demain, et je crois que les parents l'ont bien compris, et les lycéens et les lycéennes aussi, ce qui compte demain, c'est la fiche à venir. Tout sera dans la fiche à venir. Le bac, ça sera simplement un petit examen de confirmation, mais tout sera dit par les résultats que vous aurez eus au lycée. Et ça ne nous va pas, parce que ça renforce la sélection sociale. Vous parlez justement de la fiche à venir, c'est l'une des nouveautés, c'est la pièce maîtresse du dossier de candidature de chaque lycéen, où vont être précisés son projet d'orientation, ses notes, les appréciations de ses enseignants, ou encore l'avis de l'établissement. Et justement, on constate que aujourd'hui, les lycéens doivent faire leurs vœux le 13 mars au plus tard, mais cette fiche à venir qui paraît tellement centrale, finalement, ils vont l'avoir seulement 2 mois plus tard, le 22 mai. Et oui, on est dans la précipitation, et vous voyez, pour tout. Ce qui est même insupportable pour les parlementaires que Vous pensez que la génération de cette année va être un peu sacrifiée avec cette réforme ? Oui, tout à fait. Non, mais bien sûr, parce qu'on ne sait pas où on va exactement avec tout ce qui a été mis en place. Mais ce qui est insupportable, c'est que vous voyez, c'est que le gouvernement a un plan qui est connu, qui est un plan de libéralisation de l'enseignement. Et ce qu'il propose à la représentation nationale, c'est des petits bouts de ce plan. Donc là, maintenant, c'est l'accès à l'université. Demain, dans 15 jours, on nous présente le baccalauréat. Le baccalauréat. Je peux vous donner la suite. C'est les frais d'inscription, c'est le statut des enseignants-chercheurs, etc., etc. Il y a un projet d'ensemble qui est un projet libéral qui vise à ruiner l'éducation nationale. Et ça, nous nous y opposerons fermement. Merci beaucoup, Pierre Ouzoulias, d'avoir répondu à mes questions.
Merci à vous, Tam. Mathieu Gallet joue son avenir devant le CSA. Le PDG de Radio France a été entendu par les 7 sages du Conseil qui doivent décider de le maintenir ou le démettre de ses fonctions après son condamnation pour favoritisme. Une audition décisive qui intervient dans un contexte de réforme en profondeur de l'audiovisuel public qui ne se limiterait pas à la seule question de la gouvernance. Solène Nicolas. Réformer en profondeur dans un secteur qui, à l'heure du numérique, évolue rapidement. Emmanuel Macron l'avait annoncé début janvier lors de ses vœux à la presse. La réforme de l'audiovisuel public est désormais en marche. C'est une réforme de fond que nous souhaitons engager. Une réforme qui repose sur une vision de l'audiovisuel public, sur ses missions prioritaires et sur une méthode de transformation. Cette réforme devrait être effective fin 2018, mais les contours sont encore flous. Parmi les priorités, favoriser la proximité, créer un Netflix européen, ou encore, et c'est un chantier d'actualité, changer le mode de nomination des PDG. L'idée, c'est quand même que le CSA doit contrôler les chaînes de télévision et en même temps, c'est lui qui nomme les présidents. Donc, c'est difficile de se déjuger. Bon, on voit bien le cas actuellement avec la problématique, qu'est-ce qu'ils vont faire de Mathieu Gallet, est-ce qu'ils vont le révoquer ou pas. C'est difficile, s'ils ne sont pas d'accord, de dire « nous l'avons nommé, mais nous ne sommes plus d'accord, on a fait une erreur ». Bon, c'est très compliqué. Dans le viseur du gouvernement notamment, France Télévisions, 50 millions d'euros d'économies sont demandés à Delphine Ernotte. Depuis le début de la Ve République, c'est la 13e réforme majeure qui est menée. Jusqu'ici, aucune n'était parvenue à s'inscrire en profondeur et dans la durée. Et on ouvre le second débat de Sénat 360 avec mes invités sur ce plateau. François Jost, bonjour, merci d'être avec nous. Vous êtes professeur à la Sorbonne Nouvelle, spécialiste des médias, directeur de la revue Télévision. J'accueille également Antoine Chuseville, bonjour. Vous êtes délégué syndical au SNJ, c'est le syndicat national des journalistes. Vous travaillez à France Télévisions, vous êtes journaliste au service des sports. David Assouline est également avec nous, bonjour. Sénateur socialiste de Paris. Vous êtes membre de la commission de la culture, vice-président du Sénat. Première question pour vous, puisqu'il y a cette actualité avec l'audition ce matin de Mathieu Gallet devant le Conseil supérieur de l'audiovisuel. Une audition, on l'a dit, décisive dans un contexte où bien on sait que le gouvernement veut repenser à la fois le mode de nomination des PDG de l'audiovisuel public, mais aussi une réforme en profondeur. Quelle lecture faites-vous de tous ces événements ? Je crois que le gouvernement a annoncé qu'il allait réformer l'audiovisuel public. Moi, je dis chiche parce que c'est pas seulement l'audiovisuel public. On vit sur des normes et une régulation qui date de 1986. Le privé aussi a besoin qu'on repense l'ensemble de cet écosystème dans notre pays, y compris pour faire face à la concurrence étrangère. Mais toute réforme qui partirait d'une nécessité de réduire les budgets, alors que quand on prend pour modèle la BBC, on sait que ça coûte 2 fois plus cher, serait le mauvais bout. Et moi, je pense que le véritable objectif du pouvoir, peut-être qu'il me démentira, c'est de pouvoir à nouveau nommer directement, ou presque directement, les patrons de l'audiovisuel public et d'atteindre par là à l'indépendance des médias. J'ai mené un combat pour que dans la Constitution, à son article 34, ce soit inscrit dans le marbre. Et je pense que ce combat qu'on a continué quand Nicolas Sarkozy a voulu nommer directement, c'est un combat qui pour moi est essentiel, que je continuerai, quels que soient les gouvernements. Ce n'est pas possible ni de revenir à l'ORTF, ni aux nominations. J'ai vu, et je conclus là-dessus, que M. Gattolin a déposé... Qui est votre collègue sénateur à La République En Marche de Haute-Seine. Il a déposé une PPL qui dit c'est le conseil d'administration qui va nommer le président. C'est quelque chose qu'on avait évalué quand on a fait la loi possibilité, sauf qui nomme le conseil d'administration. Et M. Gattolin dit que quasiment tous les membres seront nommés par le Premier ministre. C'est-à-dire que c'est encore pire, puisque le président serait nommé indirectement par le pouvoir, mais il n'y aurait même pas ce contre-pouvoir que peut être un conseil d'administration en étant indépendant. Donc, moi je dis, que le CSA chiche à toute réforme, l'audiovisuel doit être réformé, il faut mettre le paquet de la révolution numérique, des nouveaux usages, mais tout ce qui viendrait atteindre à l'indépendance des médias me verra moi et mon groupe et tous ceux qui sont attachés à l'indépendance de l'audiovisuel en face. François Jost, cette question de la nomination des PDG de l'audiovisuel public, elle pourrait remettre en cause l'indépendance aujourd'hui ?
Je ne sais pas, moi je pense qu'il y a deux problèmes bien distincts, les problèmes de gouvernance effectivement, et puis les problèmes de programme qui m'intéressent plus personnellement. Je pense que je me méfie effectivement aussi de ce genre de mesures, mais je pense que l'une des raisons aussi, en dehors des raisons politiques, vous avez sûrement raison d'évoquer, c'est la question de un serpent de mer, c'est la question de la complémentarité des programmes. C'est vrai que dans des programmes, dans des chaînes qui sont séparées, on peut regretter parfois qu'il n'y ait pas plus d'agencement entre les différentes chaînes. Donc à ce moment-là, qu'il y ait quelqu'un qui supervise l'ensemble et qui régule les trois, pourquoi pas? Mais c'est un autre problème, si vous voulez, c'est un problème de programmation. Alors si on parle juste de cette question de la nomination, Antoine Chusville, aujourd'hui, est-ce que vous avez ce sentiment aussi d'une volonté de l'exécutif d'avoir une mainmise finalement sur les PDG qui serait une menace pour l'indépendance ? Alors c'est pas nouveau, ça s'est pratiqué pendant de nombreuses années. Là, la question en tout cas pour Mathieu Gallet, puisque vous en parliez aujourd'hui, il me semble que c'est pas l'avenir d'un PDG qui est essentiel dans la discussion, c'est surtout l'avenir de Radio France. Nous on voit que sa condamnation et son audition par le CSA, ça fragilise aussi Radio France. Ça met son patron dans une situation compliquée, les salariés dans une situation instable. Ça c'est quelque chose de plutôt dangereux pour une entreprise publique. Donc c'est plutôt une mauvaise nouvelle. La proposition de loi déposée par le sénateur Gattolin, nous ne sommes pas spécialement favorables. Effectivement, parce que le conseil d'administration, il y aurait des administrateurs salariés, mais d'abord très peu. Il y en a que 2 à France Télévisions. Et puis la plupart, comme l'a rappelé le sénateur Assouline, seraient nommés par le Premier ministre. Donc est-ce qu'on aurait un système plus indépendant? J'en suis vraiment pas persuadé. On peut avoir une petite, quand même, être un petit peu ennuyé par tout ça, de voir qu'on refait l'ORTF. C'est-à-dire que, pour moi, il y a un mouvement qui existe aussi dans l'université, d'ailleurs, de concentration des choses et puis après d'éclatement. Il est certain que ça recommencerait à peu près de la même façon. C'est-à-dire que dans 5 ans, on va considérer que ce gros machin qu'on aura constitué... Cette BBC à la française, vous n'y croyez pas, François Jost? Pardon? Cette BBC à la française, vous n'y croyez pas? Si, mais je ne crois pas. Non, je crois pas à la structure forcément. Si vous voulez, on est depuis maintenant pas mal de temps dans des chaînes qui sont indépendantes les unes des autres, enfin plus ou moins indépendantes les unes des autres. Les remettre ensemble, je pense que ça pose des problèmes de structure absolument considérables, comme on le voit dans l'université. Et je vois pas. Je suis un petit peu sceptique. C'est-à-dire que je pense que c'est des mouvements de va-et-vient qui sont pas fondamentaux. Il y avait eu cette petite phrase, David Assouline, relatée par Télérama. Emmanuel Macron aurait parlé de la honte de la République devant les députés de la Commission de la Culture. C'est quand même un état des lieux aujourd'hui. Il y a une révolution culturelle. C'est ce que veut faire le chef de l'État en matière d'audiovisuel public? Je n'ai pas vu de révolution culturelle. J'ai vu des phrases chocs qui sont rapportées, donc je ne vais pas moi-même rapporter ce que je n'ai pas vu, ni entendu. Mais j'ai entendu quand même des choses directement de la part de l'exécutif qui considère que l'audiovisuel public, étant des entreprises publiques, doivent répondre aux mêmes impératifs que la SNCF ou d'autres, c'est-à-dire que c'est l'État qui doit nommer. Et c'est une absence-là culturelle de ce qui a formé l'audiovisuel public français et les combats pour son indépendance et sa liberté, qui datent effectivement de l'ORTF, mais qui se sont poursuivis. Et notamment le grand débat au moment de la réforme de Nicolas Sarkozy, où, outre la fin de la publicité, derrière, il y avait essentiellement la volonté de faire mainmise et de nommer directement les patrons. Nous, quand on a réformé, puisqu'on a fait une loi qui a changé le mode de désignation, on a dit le CSA nommé de façon indépendante, c'est-à-dire au 3/5 positif de chaque assemblée, donc consensus, majorité, opposition, sur les propositions de personnalités qualifiées, c'était pas la panacée forcément. Nous avons réfléchi au conseil d'administration. Mais on se disait, mais qui nomme le conseil d'administration? Et donc, on a un mode où ça n'a pas été la façon dont ils ont nommé la dernière fois, parce que le système d'audition était à huis clos. Et je pense qu'il fallait que ce soit beaucoup plus transparent, ouvert, public, dans les procédures, etc. Mais ça peut se réformer. Par contre, dire que ça, c'est pas génial
pour revenir à quelque chose qui remet en cause nos principes. Ce n'est pas possible. Et je veux dire que sur le fond, j'ai toujours été partisan des synergies, du fait que l'audiovisuel public, que ce soit France Télévisions, Radio France, l'audiovisuel extérieur, RFI, etc., puissent travailler ensemble. Et d'ailleurs, je m'étais battu pour cette chaîne d'information du service public. On ne lui donne pas assez de visibilité, mais elle est nécessaire aujourd'hui, puisque... C'est pas l'avis de l'exécutif qui estime qu'il y a trop de chaînes d'information. Oui, mais ça veut... Alors, la BBC, c'est plus de chaînes. Hein. Donc, il faut savoir quel modèle on prend. Le problème, c'est de rationaliser. Il peut y avoir trop de chaînes si chacune n'est pas identifiée. Et quand Nicolas Sarkozy avait fait une bonne chose à l'époque, c'est qu'il avait nommé une commission avec tout le monde professionnel et des parlementaires, dont j'étais. Et on avait d'abord, mais c'était pour nous endormir, mais quand même, on avait bossé sur le fond. Pas sur les programmes, les politiques n'ont pas à s'occuper des programmes, mais sur les missions, le fond et l'identité des chaînes. Et on avait déjà rationalisé, puisqu'on est passé à une société unique. Il a fallu fusionner Antenne 2, etc. Enfin, tout l'audiovisuel public était éclaté. RFI et France 24 ont fusionné. Donc, il y a eu des efforts, y compris des plans sociaux à Radio France, pour répondre à un certain nombre d'impératifs budgétaires. Et maintenant, on fait comme... Ça fait 30 ans qu'on n'a rien fait. Les salariés de l'audiovisuel public ont beaucoup donné ces 10 dernières années. Ils peuvent donner plus, mais en contrepartie d'un service Antoine de qualité. Chusville, quand on entend Delphine Ernotte qui dit qu'il n'y a pas de tension entre France Télévisions et l'État, je parle davantage, ce sont ses propos dans le journal du dimanche hier, de nouvelles exigences. Comment vous le vivez, vous ? D'abord, je ne suis pas certain qu'il n'y ait pas de tension entre l'exécutif et l'État. Ça, c'est ce qu'elle a répondu au journal du dimanche. Bon, elle essaie d'avoir un discours plus ou moins apaisant. On ne le sent pas du tout comme ça, nous. Bon, là, vous en avez parlé tout à l'heure, mais la phrase « la honte de la République », ça a beaucoup choqué à Radio France, à France Télévisions, dans les entreprises du service public. C'est normal. On se sent pas soutenu. C'est quand même curieux que l'actionnaire principal, l'État, et que le chef de l'État parle en ces termes d'un service public. Donc à France Télévisions, on est un petit peu... Surtout dans un secteur concurrentiel. Oui, exactement. C'est un avantage d'entreprise privée. C'est pas pareil si on critiquait, je ne sais pas, la SNCF, il n'y a pas de concurrent. Là, on critique, et donc les auditeurs qui écouteraient le président diraient, bon, c'est vraiment n'importe quoi le budget public. Il se tourne vers les chaînes privées, vous pensez ? TF1, M6 ou d'autres. François Jost. Oui, moi j'avais fait un article dans Le Monde il y a quelques semaines, effectivement, contre cette expression « la honte de la République » qui m'avait choqué, parce que je pense que les programmes ne sont sûrement pas une honte, et d'ailleurs les récents sondages auprès des spectateurs montrent qu'ils sont assez satisfaits. Moi je pense que le vrai problème, vous avez parlé tout à l'heure de révolution culturelle, c'est une expression intéressante qui a été lancée. En fait, de quoi s'agit-il ? Depuis que la télévision publique existe, on fonctionne sur une trilogie qui est informer, distraire, cultiver. Le président Macron a utilisé quelque chose d'un petit peu différent, c'est-à-dire qu'il a supprimé le mot cultiver, il a mis le mot éduquer. C'est arrivé déjà par le passé, c'est pas nouveau. Et ça dit quelque chose de très fort, c'est-à-dire que le service public pourrait devenir quelque chose qui formerait mieux les jeunes, c'est ce qu'il a dit, qui serait donc tourné tout à fait vers l'éducation, en oubliant que le divertissement, premièrement, est quelque chose d'éminemment culturel aussi. Je renvoie là aux anthropologues, etc. La fiction, alors tout ça est relatif, et moi j'aimerais un grand débat dessus. Il y a une époque où, par exemple, on considérait que la culture c'était le documentaire, et que ce qui était culturel c'était le documentaire. Aujourd'hui, si vous lisez le cahier des charges de France Télévisions, c'est la fiction qui est aussi culturelle, c'est-à-dire on dit il faut adapter les grands textes, il faut adapter les grands moments historiques, etc. Est-ce que c'est vraiment ça la culture ? Je ne suis pas sûr que ça corresponde encore à la définition qu'on peut en avoir aujourd'hui. Après, tous les anthropologues, les sociologues qui ont montré que la culture se nichait dans bien d'autres choses. On parle tous les jours de pop culture. Et donc, tout ça devrait être vraiment repensé, et pas simplement avec l'idée un peu contradictoire avec l'évolution des médias, d'une communication verticale, où la télévision serait là uniquement pour éduquer, alors même qu'aujourd'hui, justement, les rapports sont horizontaux, sont des réseaux, et on picore un peu à droite et à gauche. Est-ce qu'il faut malgré tout redéfinir les missions du service public ? On l'a vu dans cet environnement, finalement en pleine mutation, David Assouline.
Oui, le président de la République appuie son souci de tout changer sur un constat qui est un constat que j'ai fait, mais sans arrêt pour ceux qui suivaient les débats, que les jeunes ne regardent pas le service public ou n'écoutent pas la radio publique. En réalité, oui, si on regarde... C'est modulé, hein, quand même. C'est pas tout à fait vrai. Bon, si on regarde l'âge moyen, il est vieillissant et ne peut que vieillir, puisque, comment dire, même les plus jeunes qui le regardent vieillissent aussi. Et il y a peu de nouveaux entrants. Il y a des nouveaux entrants. Je vois que Radio Move, enfin, progresse. Je vois que sur des plages précises, il y a un afflux de jeunes, mais globalement, et ce n'est pas juste, c'est tout. Non. Attendez, je vais finir. Globalement, on peut pas dire que les jeunes vers le service public, ils consomment la télévision autrement. Oui, et des enquêtes ont montré que même ils ne sont pas conscients de consommer la télé parfois quand ils sont sur Internet. Non, mais ils consomment 93% des vidéos consommées par les jeunes viennent de la télévision. Alors, il y avait le service public, mais la critique, entre guillemets, c'est pas une critique, mais elle est pour tous. C'est-à-dire que les jeunes ont changé leur façon de regarder, donc c'est pas la télé qui regarde, sur les réseaux sociaux, et puis effectivement, toute une production qu'il y a sur les réseaux sociaux, en petites vidéos, etc., sont... moi, je le vois, ma fille me disait « Oh, c'est super cette émission que j'ai vue sur Canal, j'étais sûr de l'avoir vue sur France 2. » Et je lui dis « Mais pourquoi ?» Eh bien, parce que c'était une émission qui avait la marque un peu de Canal, et pour elle, c'était Canal. Mais ce qu'elle regardait, c'était le programme, c'était pas la chaîne. Et donc, sur la télévision non linéaire, aujourd'hui, c'est la consommation des jeunes. Donc, il faut répondre aussi à ça. Mais par exemple, ça coûte très cher. Quand on avait chiffré l'investissement nécessaire pour que le service public soit à la hauteur de la révolution numérique, c'était au moment de la réforme de Sarkozy, on avait chiffré à 200 millions. Tout le monde était d'accord, y compris Nicolas Sarkozy. Où sont les 200 millions? Donc ça va coûter plus cher. Antoine Chusville, l'audiovisuel public coûte trop cher. On a vu au moment de la demande des 50 millions d'euros d'économie de la part de l'exécutif à Delphine Ernotte, eh bien, quand elle a essayé de négocier, de plaider un peu sa cause auprès des parlementaires, ça a été assez mal perçu finalement. Ouais, alors nous, ce qui nous semble une honte, c'est d'avoir des engagements de l'État, parce que le service public fonctionne avec un contrat d'objectifs et de moyens, c'est-à-dire qui est signé entre l'actionnaire, l'État et France Télévisions, par exemple, où France Télévisions sait qu'il doit travailler d'une certaine manière avec un budget précis, fixé, et moi ce que je trouve particulièrement honteux, c'est quand on ne respecte pas ses engagements, et l'État respecte de moins en moins ses engagements en réduisant au fur et à mesure ses engagements. Oui, je vous avais promis de vous donner tant, mais je vais vous donner moins, etc. Mais par contre, il faudra faire aussi bien. Donc ça c'est pas très glorieux. En revanche, que le service public coûte cher, oui, mais c'est parce qu'il a des missions immenses. Le service public, il doit s'adresser à tous les publics, partout aussi. L'information de service public. Il est prêt justement à cette redéfinition des missions dont on parlait, davantage s'adresser aux jeunes, modifier les contenus face à, par exemple, Netflix complètement aussi. D'accord. Si on est un service public, on doit s'adresser à tous les publics. C'est comme si la SNCF, par exemple, se rendait compte que les jeunes ne l'utilisaient jamais, qu'il n'y avait que des passagers de 50 ans et plus dans les trains. C'est pas le cas, évidemment. Mais évidemment que ça serait un défi. Pour nous, c'est un défi de voir que l'âge des téléspectateurs est vieillissant. Donc, il faut qu'on soit plus accessible pour l'ensemble des publics, pour les jeunes, pour les actifs, pour les retraités, pour tout le monde, dans tous les territoires aussi. La télévision de service public, ça doit être une télévision pour les populations urbaines, pour les populations rurales, pour les populations ultramarines, pour toutes les populations françaises. On a une mission particulière, je pense que c'est ça qui doit être replacé au centre de la réforme, c'est on doit s'adresser à tous les publics, donc comment le faire au mieux? Alors cette question a été souvent débattue, bien sûr, à tous les publics. Il y a un directeur de chaîne à un moment qui disait à tous les publics, mais pas au même moment. Et c'est ça qui c'est important, parce que sinon on est dans la quadrature du cercle, parce que sans arrêt on essaye de faire des programmes qui font de l'audience, et évidemment c'est forcément de l'eau tiède. Ça n'est pas possible. Et c'est pour ça que je milite toujours et je dis il faut qu'on parle vraiment de l'audience et de ce qu'on attend de l'audience pour peut-être sortir le service public de cette question constante de l'audience qui fait que on n'a pas du très culturel, et puis on n'a pas non plus spécifiquement pour certains jeunes, voilà, on arrive à des choses qui sont finalement entre deux chaises. Le mot de la fin avec vous, David Assouline. Alors,
Oui, cette question de l'audience, c'était justement le drapeau étendard de Nicolas Sarkozy pour enlever la publicité, en disant il faut... Bon, c'était surprenant de sa part de dire il ne faut pas être sous la dictature du commerce. Il ne nous avait pas habitués à ça, mais en réalité, on a enlevé la publicité, donc des moyens énormes. C'est le contribuable qui paye derrière, et cet argent était destiné à aller vers le privé, puisque les revenus de cette publicité étaient libérés. Sauf que ça ne s'est pas passé complètement comme ça, parce que le net est arrivé et les budgets sont beaucoup partis sur Internet et ça n'a pas beaucoup profité au privé. Mais, donc, sur la question des moyens, est-ce qu'il y a trop d'argent dépensé ? Il faut se poser la question. Le sport est probablement le linéaire, parce qu'il faut le voir en direct, c'est des matchs, etc., qui est le plus fédérateur, globalement. Je ne parle pas de nombre d'audimat, le plus fédérateur. Il n'y a plus quasiment d'événements sportifs majeurs, notamment dans le football, donc dans les sports les plus... qui puissent être diffusés sur France Télévisions, parce que sans revenus publicitaires... Ça sera l'occasion. C'est aussi des revenus publicitaires. C'est-à-dire qu'après 20h30, il n'y a pas de pub, on ne peut pas payer. Voilà, donc il y a tout cela qu'il faudra voir, et ça coûtera peut-être plus cher. Alors qu'on apprend juste un petit mot, puisqu'on vient d'apprendre les audiences télé, je vous l'ai dit, elles sont très bonnes pour France 2 et France 3, qui sont en hausse en janvier, alors qu'il y a un fort recul de CU. Et Radio France aussi, qui fait des scores incroyables. Merci, on n'a plus le temps, François Josse, on aura l'occasion pour le service public de vous suisse, réinviter. où les gens ne veulent plus payer la redevance et ils risquent de disparaître. C'est vraiment dramatique. C'est à côté de chez nous et on en pense Merci très peu. François Josse. Merci à vous Antoine Neufchâtel. Merci David Assouline. Il y a 2 ans a été créé le service militaire volontaire par François Hollande. 20 ans après la suppression du service militaire obligatoire par Jacques Chirac, l'ancienne base aérienne de Brétigny-sur-Orge avait alors été choisie pour accueillir cette expérimentation. Quel bilan peut-on aujourd'hui en tirer ? Élément de réponse avec la sénatrice centriste de l'Essonne, Jocelyne Guidez. Elle est notre invitée aujourd'hui, mais avant cela, voyez le reportage de Sandra Cerquera. Un entraînement physique comme à l'armée, où il faut obéir aux ordres. C'est le quotidien de ces jeunes qui ont rejoint le service militaire volontaire pendant en moyenne 1 an. La sénatrice Jocelyne Guidez est venue à leur rencontre. On leur demande beaucoup de se contenir et ils ont besoin de se libérer un petit peu de toute cette énergie à travers le sport. Mais leur but n'est pas de devenir soldat et de combattre, c'est de s'offrir une deuxième chance. Quand on est jeune, on est dehors, c'est genre on peut se s'asseoir, on est là, on a envie de s'en sortir, mais avec des moyens de la rue. Mais ici, on t'aide de tous tes problèmes. À 23 ans, Nicolas aussi a connu les galères. Il a enchaîné plusieurs CAP et a été licencié. Une situation d'échec qu'il a décidé de stopper en intégrant le SMV pour apprendre de nouvelles valeurs. L'ordre, être précis, respectueux envers les chefs, ranger bien les chambres parce que après ça nous servira dans le travail et être carré en fait. Et le lit au carré est de rigueur ici. Extinction des feux à 22h et réveil à l'aube, un rythme qu'Anthony est venu chercher, lui qui avait fini par perdre pied. Moi avant j'avais pas une super bonne qualité de vie, c'était un peu compliqué, puis aujourd'hui je me sens mieux, j'ai pu prendre un peu de poids et puis franchement ça m'a fait beaucoup de bien. Ce centre de Brétigny accueille 150 jeunes, tous âgés de 18 à 25 ans. La majorité était sans diplôme et éloignée du monde du travail à leur arrivée. Alors à l'encadrement militaire s'ajoute une remise à niveau scolaire pour permettre à chacun d'entre eux d'acquérir de nouvelles bases. L'aider à reprendre confiance en lui, de retrouver de l'autonomie, du sens des responsabilités. Pour la sénatrice Jocelyne Guidez, le SMV donne une autre image de l'armée et montre qu'elle peut faire du social et aider à l'insertion. Ils ont des encadrants, mais pas que des encadrants militaires. Voilà, on voit un professeur des écoles qui vient de l'extérieur, on voit aussi une psychologue. Ils sont là pour rechercher quelque chose, c'est-à-dire vraiment un cadre qu'ils n'ont pas eu parfois chez eux, et parfois aussi une écoute. C'est-à-dire qu'ils ont besoin d'écouter, mais ils ont besoin aussi qu'on les écoute. De l'écoute et l'opportunité de mieux se préparer au monde du travail. Diaby, elle a travaillé avant d'arriver au SMV, mais elle avait des difficultés avec son employeur. Je suis quelqu'un qui est parfois très dissipé et qui peut être par moments un peu sur un tempérament un peu agressif.
Et pour moi, venir au SMV, c'était une chance de me remettre en question, de pouvoir avoir un encadrement, me remettre dans le droit chemin. Ce que souvent les patrons attendent, c'est une ressource fiable. C'est-à-dire un garçon qui est là ou une fille qui sont là tous les jours à l'heure, en tenue. Et je pense que c'est ce que ça vous apporte aussi, c'est de respecter un certain nombre de règles. Et le SMV est un véritable tremplin, avec permis de conduire à la clé. 75% des jeunes trouvent un poste à la fin de leur service, grâce notamment à des partenariats locaux qui se développent avec les entreprises. Nous sommes en relation avec des entreprises nationales comme la SNCF, la RATP, la Poste, mais aussi avec de grands groupes comme Disneyland Paris, les boîtes de sécurité qui nous prennent nos jeunes. Nous allons travailler et ouvrir des filières dans le cadre des travaux du Grand Paris pour des tunneliers mineurs boiseurs. Et nous allons ouvrir donc des filières logistiques, entre autres avec l'arrivée d'Amazon dans l'Essonne. Mis en place en 2015 après les attentats, le service militaire volontaire se développe. Un 6e centre vient d'ouvrir ses portes en France. Mais l'armée se questionne sur son financement. Pour l'instant, l'ensemble des cadres qui sont en place au service militaire volontaire, ils sont pris sur l'effectif des forces. Ils ne sont pas reconnus en plus, de la façon que le financement il est entièrement porté par les armées. Toute la difficulté du temps qui vient, c'est d'aller en conquête de ressources. Quels moyens allouer au SMV ? La question reste entière. À l'heure où le service national universel, le SNU, voulu par Emmanuel Macron, est encore un dispositif aux contours très flous. Et Jocelyne Guidez nous a rejoint sur ce plateau. Bonjour, sénatrice centriste de l'Essonne. Quel bilan tirez-vous finalement de ce SMV ? On a vu son succès dans ce reportage de Sandra Cerquera. Écoutez, d'abord c'est une très belle expérience et j'ai vraiment aimé aller à leur rencontre. Alors ce que j'en tire comme expérience, c'est plutôt des témoignages poignants des jeunes. Je crois qu'on s'imagine mal leur mal-être. Et il y a vraiment un mal-être. D'ailleurs, à la fin de notre entrevue avec les jeunes, il y en a un qui pendant un moment a craqué, a dit « Nous, ce que l'on veut, c'est de l'emploi ». Voilà. Il faut savoir qu'aujourd'hui, vous avez à peu près 1,8 million de jeunes qui sont déscolarisés et qui sont un peu dans la nature. Là, aujourd'hui, on leur propose à 1000 jeunes. Je trouve que ça fait peu. Ce que j'espère, c'est qu'on puisse aller beaucoup plus loin. Avec cette question du financement, c'était évoqué. Pour l'instant, ça pèse sur le budget de la défense, de l'armée. Est-ce que vous comptez alerter l'exécutif sur ce sujet ? Alors peut-être réfléchir. Je sais qu'au début, le président de la République, quand il s'est engagé, il avait dit je remettrai le service militaire en place. Aujourd'hui, on voit bien que le service militaire n'est plus trop question, c'est plutôt tout à fait autre chose. Moi, je demande peut-être plus simplement à réfléchir là-dessus. Est-ce qu'il ne vaudrait mieux pas continuer sur ce service militaire volontaire, mais plutôt que ça s'adresse plutôt qu'à 1000 jeunes, je dis bien que, parce que moi je trouve que ça fait peu, sur les 1,8 million qui sont un peu dans la nature, pour proposer ça peut-être à plus de jeunes. Je pense que ça serait mieux et... on voit bien là, par rapport à ce qui s'est passé sur le terrain, il y a une réelle attente des jeunes et ils cherchent un cadre. Voilà. Et aujourd'hui, il n'y a que l'armée qui peut leur proposer ça. Le cadre, en plus de ça, de les remettre en selle, je dirais, au niveau de tout ce qui est je dirais, culture, mais aussi, comme ils sont déscolarisés, au niveau mathématique, au niveau français, surtout qu'il n'y a pas que l'armée qui vient en compte, il y a aussi tout ce qui est civil, puisqu'il y a des professeurs des écoles, il y a des avocats, enfin bon, il y a tout un tas de civils qui viennent sur le terrain et qui les aident en tout cas à rentrer dans une vie beaucoup plus cadrée. C'est un tremplin pour accéder à un premier emploi. On sait que certains étaient au chômage, voire en situation justement de déscolarisation. Bien sûr, c'est un beau tremplin. D'ailleurs, le général le dit bien, c'est que on les dirige vers certains emplois et je crois que c'est 75% de réussite, ce qui est énorme. Jusqu'à présent, ils sont déscolarisés et l'école n'a pas réussi, en tous les cas, à les amener vers cette réussite-là. Je crois que pour eux, il faut vraiment garder ça en mémoire. Pour eux, c'est la première réussite de leur vie, de leur courte vie, puisqu'ils ont entre 18 et 25 ans. Voilà, mais c'est la première réussite et on les valorise. Voilà, ils attendent un peu ça et je pense que ce qui est le plus important, c'est qu'on les valorise enfin. Vous évoquiez Emmanuel Macron qui finalement va revenir sur peut-être sa promesse de campagne de ce service national obligatoire d'1 mois. Il irait, le chef de l'État, vers un service citoyen universel. On peut justement cumuler les différents dispositifs ? Alors cumuler, oui, ça je pense qu'il y a...
Enfin, je vois aucun inconvénient par rapport à ça. Maintenant, il faut vraiment savoir ce qu'on veut y mettre dedans. Là, pour l'instant, c'est très flou. On ne sait vraiment pas vers quoi l'on va. Je pense que par rapport à ce qui s'est passé, et je dirais par rapport au Bataclan, etc., je pense qu'il a envie aussi que les jeunes puissent se rendre service dans des moments difficiles comme cela, c'est-à-dire de pouvoir apporter leur soutien dans les premiers secours. Et je crois que ça va en faire partie, les premiers secours. Donc ça, je pense que c'est important de le mettre en place. Maintenant, ce qu'il va y avoir réellement aussi à l'intérieur de ce service national universel, on ne sait pas trop pour l'instant. Donc j'attends de voir avant de critiquer. Oui. Quelle va être la suite législative peut-être de ce reportage? Est-ce qu'il y a des questions orales ou des questions au gouvernement que vous souhaitez poser? Moi, pour l'instant, c'est de dire, écoutez, ce service militaire volontaire est une belle réalisation. Donc je pense qu'il faut continuer dans ce sens-là et peut-être mettre beaucoup plus de moyens financiers peut-être dans ce service avant de vouloir faire autre chose. Ça permettrait peut-être d'ouvrir les portes à beaucoup plus de jeunes. Je reviens je continue à le dire, 1,8 million de jeunes qui sont aujourd'hui dans la nature, où on ne sait pas exactement ce qu'ils font, qui sont déscolarisés, et on ouvre nos portes là aujourd'hui qu'à 1000 jeunes par rapport à ce service militaire volontaire. Donc peut-être, ma question c'est de dire peut-être, plutôt que de faire de petites touches de peinture, pourquoi pas aller plus loin encore vers ce service. Une sanctuarisation de ce dispositif. Tout à fait. Notamment à Bretigny-sur-Orge. Merci à vous, Jocelyne Guidez, d'être venue sur ce plateau. C'est la fin de cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. Vos programmes sur Public Sénat. À 18h30, l'épreuve de vérité qui reçoit ce soir l'ancien candidat socialiste à la présidentielle Benoît Hamon. Très bonne soirée et à demain.